Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Je vous l'avais promis, voici la suite de mon entretien avec Paco Mtielman, où nous allons parler de son livre Sycamore, Sycamour. Cette fois-ci, cela a été fait en personne, à l'occasion du festival Le Livre à Metz. Alors désolé pour le son un peu pourri, mais ça vaut vraiment le coup de regarder la demi-heure qui suit. Salut Paco. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Donc tu viens principalement pour Sycamore, que j'ai trouvé vraiment fantastique parce que tu brasses beaucoup de culture générale et de culture pop, donc ça va de Buffy à Shakespeare en passant par la Bible. Ouais. Donc ça c'est vraiment intéressant, surtout que moi j'adore ton interprétation des miurges, parce que c'est plutôt logique la façon dont tu décris le péché originel, les choses comme ça, et donc c'est vraiment très intéressant. Mais là où je vais plutôt t'interroger, c'est par rapport forcément à Twin Peaks. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc j'ai une question, j'en ai plusieurs, quelques-unes d'ailleurs, que je me suis notée. Ouais, un truc que je trouve qui est vraiment fantastique dans ton bouquin, et qui d'ailleurs est aussi dans les précédents, c'est par rapport à David Lynch, c'est que quelque part pour toi, de ce que tu décris, c'est mettre les différents niveaux de réalité sur le même plan, ça renforce le message que veut faire passer David Lynch, parce que ça veut dire qu'en gros le rêve est aussi important que la réalité. Donc en gros le message que David Lynch veut faire passer, il est d'autant plus fort, mais surtout de la même manière ça renforce sa vision d'Hollywood, et la tienne, et ce que tu en penses, c'est-à-dire que ça confirme que l'emprise de ce système sur nous jusqu'à créer le Sycamore, c'est-à-dire que aussi bien David Lynch peut se servir du fait que la rêverie est super importante pour la réalité, du coup pour nous sortir justement de la rêverie qui a retourné contre nous Hollywood par exemple. Effectivement les images, les lieux communs que les gens ont dans la tête peuvent les rendre malheureux. David Lynch se sert aussi de cette arme finalement. Complètement. Mince, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, un son sourd commence à passer dans la pièce. Ok. En fait, le truc, c'est que... Alors, je ne sais pas si je parlerai de message par rapport à Lynch, parce que Lynch est habité par des visions. Ces visions-là, nous, on peut les transformer en paroles ou en logique. Mais de la part de l'auteur lui-même, je ne sais pas si on doit dépasser le stade de « il nous transmet une vision ». Il nous transmet une vision. Certes, c'est vrai qu'avec le personnage de Gordon Cole et avec plusieurs interférences dans ses films, on donne l'impression que cette vision est déjà comme un message construit. C'est de l'ordre d'une énigme qu'il vient nous délivrer, un peu comme la gitane vient délivrer une énigme au personnage de Laura Dern dans Inland Empire. Il vient et il nous dit « Écoute mon énigme, vas-tu pouvoir la résoudre ?» S'il nous demande de la résoudre, à mon sens, c'est pas parce qu'il a la solution et qu'il fait malin, c'est parce que il a l'énigme, il n'a pas forcément la solution. Et je pense que les artistes sont souvent comme ça. Ils reçoivent l'énigme, ils ne reçoivent pas forcément la réponse à l'énigme. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que l'énigme pour moi c'est le message. Oui. Et forcément il n'a pas la solution. Mais par contre il nous invite à se poser la question. Complètement. C'est-à-dire qu'il reçoit cette information. Les artistes, ils reçoivent des informations. Ils reçoivent des informations et ce qu'on leur demande, et ce qu'ils font de mieux, c'est de nous le restituer le plus clairement possible. Mais d'une certaine façon, nous aussi, quand on reçoit une œuvre d'art, on reçoit une information. On reçoit une information qui est formée, esthétiquement formée, mais qui est malgré tout, et de l'ordre de on reçoit quelque chose. Et de ça, on peut peut-être faire quelque chose. Donc c'est pour ça que, en gros, par rapport au cinéma de David Lynch, moi j'invoque ou je convoque par rapport à ça l'idée d'un spectateur qualifié, c'est-à-dire d'un spectateur qui est actif d'une certaine façon, un spectateur qui est susceptible de comprendre la signification des énigmes qu'il reçoit. Là, en ce qui concerne la question du statut et du rêve et du statut du cinéma, c'est très clair que pour Lynch, le rêve n'a pas un statut inférieur à la réalité. Ça, de toute façon, c'est très... Et à la limite, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a véritablement une différence de nature entre les différents niveaux de manifestation qui sont montrés dans ces films? Et quand j'avais lu des interprétations de Mulholland Drive, des fois même tout à fait brillantes, tout à fait magnifiques, mais qui parlaient de la première partie comme d'un rêve dont la deuxième partie serait la réalité. Moi, je tiquais toujours parce que ça voulait dire, mais alors, tout ça, est-ce qu'ils l'entendent comme ayant une moins grande réalité
que la réalité qui est présente dans un deuxième temps. Et à mon sens, non, ils ont le même niveau de réalité, simplement c'est une réalité qui entre-temps est modifiée par un événement. Cet événement fait passer, on va dire, la première partie du film au stade du rêve. Et on peut dire, même dans les films de Lynch, les différents stades que traversent les personnages, tous ont un même degré de réalité. C'est toujours réel, c'est toujours réel. Quand dans Twin Peaks saison 3, Cooper traverse le monde rose avec Naïdo, c'est réel. Quand il est dans la pièce rouge, c'est réel. Quand il est le doppelganger, c'est réel. Quand il est Doogie, c'est réel. Enfin, Cooper dans le rôle de Doogie Jones, c'est réel. Et quand il est Cooper à la fin, dans tous les stades, il est réel. Tout à fait. Alors, moi, je partage l'analyse qu'effectivement la première partie c'est le rêve et que la deuxième partie ça serait une sorte la réalité en gros. Mais pour te réconcilier peut-être avec cette vision-là, c'est que vrai que de toute façon, même si on considère que la première partie c'est un rêve, a une importance égale avec ce qu'on pourrait considérer comme étant la réalité, puisque elle a une réelle action, elle a une véritable force, ça sert à quelque chose. C'est pas gratuit, donc ça peut pas être inférieur, parce que ça influe sur la réalité. Finalement, quelque part, un rêve, c'est quand même réel, puisque le rêve, tu le fais dans la réalité. Tu le fais dans ton sommeil. Ton sommeil, il est réel, il existe. J'entends, mais moi je regarde les structures des œuvres de Lynch, et elles ont toutes plus ou moins, malgré toute cette structure, d'avoir une première partie modifiée par un événement central qui est une deuxième partie. Je parle de ce après, bien sûr. C'est-à-dire la question du passage dans la loge. Et la question du passage dans la loge, finalement, retraverse par des sortes d'excroissance de type des sortes de loges annexes, de sous-loges. Une sous-loge dans la maison des Madison, une sous-loge à Hollywood qui est le Silencio, une sous-loge qui est le lieu de action dans Inland Empire. Alors, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ça. C'est juste que pour moi, le premier plan dit tout. C'est le plan du coussin. Et ce qui fait que quelque part, tu vois déjà, sauf que là, ça se réduit à quelques secondes, et là, pouf, tout de suite après, tu pars sur le truc qui est disrupté. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir après. Simplement que je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Simplement que je pense quand même que dans Mulholland Drive, elle est un petit peu inversée. Elle est peut-être un peu plus dans le désordre par rapport à Lost Highway et Inland Empire. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, hein, cette structure, c'est toujours la même. C'est juste que dans Mulholland Drive, elle est un peu inversée. Et tout simplement, à mon avis, par la force des choses, de la façon dont il a dû créer le projet. Au début, ça devait être une série télé, et qu'il a rajouté à la fin, le dernier segment, quand c'est devenu un film. Et qu'il dit que ça a été, dans sa biographie, il explique que cette vision-là de ce final, elle lui a apparu un peu par hasard, quoi. Même si on trouve que, moi je trouve que c'est très très cohérent, enfin tout est très très cohérent dans Mulholland Drive, et plus accessible. C'est sans doute pour ça que c'est un des films préférés de Lynch, de plein de gens. Mais bon, ceci dit, tu vois, on en revient toujours à la même chose, c'est que à partir du moment où toutes les interprétations sont possibles parce que c'est très ouvert, finalement ça se vaut. Ce que tu dis sur le rêve qui est égal à la réalité, qui a la même force dans le récit, finalement ça équivaut au fait que l'interprétation de chacun a la même force. Oui, bien sûr. En fait, à vrai dire, c'est plus exactement, il faudrait dire, il y a, comment dire, pour pouvoir reconstituer la réalité, il faudrait pouvoir additionner tous les regards qui sont portés sur elle. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais donc, l'interprétation la plus vraie de Mulholland Drive est celle qui contient le plus de possible. Je suis tout à fait d'accord. Donc, plus une interprétation est intégrante, plus elle est vraie. Disons que il n'y a pas une interprétation valide et une interprétation non valide. Il y a des interprétations qui sont plus ou moins riches. Et les plus riches sont celles qui permettent, non seulement, qui incluent le plus d'interprétations précédentes, mais qui permettent le plus d'interprétations en retour. Donc du coup, de toute façon, il ne s'agit pas de dire ça marche, ça marche pas, mais de dire vers où tout ça peut nous mener. Parce que aussi, ça c'est quelque chose qui m'est apparu vraiment dans l'Inland Empire, et en retour, non seulement dans toutes les œuvres de Lynch, mais aussi dans les œuvres de Rivette ou de Shakespeare, comme dans Sycamore, Sycamore. L'histoire de cet essai Sycamore, Sycamore, c'est quasiment, l'essai lui-même est quasiment construit à la fois comme
on va dire, un regard historique porté sur la question de l'amour à travers des œuvres et leur relation avec leur époque, leur relation avec le temps dans lequel elles ont été faites. Shakespeare et le XVIe siècle, on va dire début du capitalisme, changement dans les rapports amoureux, etc. etc. Rivette et les années 70 ou les début des années 80, et les films de Lynch post-Twin Peaks avec les années 90, et on peut dire à chaque fois la question historique aussi est mise en relation, mais on peut dire aussi c'est toutes les œuvres qui se suivent dans le livre, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes mises à l'aune de l'idée que on peut rentrer à l'intérieur et peut-être modifier quelque chose, comme Céline et Julie chez Rivette, et comme le personnage de Laura Dern dans le dernier film de Lynch, dans Inland Empire. Plus exactement, le personnage de Laura Dern, plus de modifier, grosso modo, rentrer dans un film ou rentrer dans une œuvre avec une mission secrète. C'est-à-dire, on y rentre comme dans un lieu dans lequel on est rentré des tonnes de fois, mais cette fois-ci, on doit trouver quelque chose. Et ce qui m'a vraiment, comment dire, tout a changé pour moi par rapport à l'interprétation et des films de Lynch et d'une certaine façon des œuvres de Shakespeare aussi, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça dans Inland Empire. Et c'était très difficile. C'est-à-dire que pendant longtemps, Inland Empire, j'avais l'impression que d'une certaine façon, ça rejouait ce que les films précédents de Lynch jouaient, à savoir un personnage chute dans un monde. Le personnage chute dans un monde. Il passe d'un monde à l'autre, et de ce monde-là, c'est une sorte de chute. Et là, oh non, en fait, elle y va avec le Secret Agenda. Et ça change tout. C'est-à-dire que presque les autres films de Lynch se mettent à se modifier à cette aune-là. Sans totalement bouger. Sans vraiment bouger. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire Fred Madison tue René dans le but de passer dans un autre monde, etc. Non, là, il y a vraiment une chute. Et on ne peut pas dire que dans Mulholland Drive, véritablement, il y a cette possibilité-là. Mais quoique, plus on revoit ces films-là et plus on se dit oh, il y a ces endroits-là où c'est meuble, où c'est mouvant, où c'est... Et en fait, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on finit par, comment dire, comprendre le circuit. Un film, une œuvre, c'est un circuit. C'est un circuit, c'est construit comme un labyrinthe. C'est construit comme un labyrinthe, comme un circuit, avec des lieux qui sont comme des rendez-vous dedans. Et en fait, on a tendance à regarder, à voir... le problème du regard du spectateur, c'est qu'il est toujours dirigé. Parce qu'on sait, quand on a fait des études de cinéma, on dit toujours Alfred Hitchcock est metteur en scène, qu'est-ce qu'il met en scène? Il met en scène le spectateur. Oui, c'est vrai, absolument. Donc le spectateur est mis en scène. Mais dans le film de Lynch, le spectateur, de la même façon que le personnage, doit à un moment se dédoubler. Bien sûr, il est mis en scène, mais à un moment, comme s'il était à l'intérieur d'un univers où il était tombé, où il était en train de rêver et de se laisser abreuver, à un moment, il faut qu'il regagne la lucidité et dise « Ouh là là, en fait, je connais celui-là, je connais ces endroits, j'ai déjà traversé cet endroit, je dois prouver quelque chose, je dois trouver des indices qui sont laissés déposer ici. » Et un moment qui a fait titre, par exemple, qui est quelque chose dont je parle pas parce que à ce moment-là, ça deviendrait trop long par rapport à Inland Empire, c'est qu'à un moment, je commençais à me rendre compte qu'elle quittait parfois son accent. C'est-à-dire que lorsqu'elle est en train de jouer ce personnage de Sue Blue, par moment, elle parle pas avec l'accent texan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est qu'à ces moments-là, elle est plus sous l'emprise de son personnage. À ces moments-là, Nikki Grace, elle revient à elle-même et elle se dit, il faut que je trouve l'arme pour tuer le fantôme. J'ai trouvé la dette, la facture non payée, la facture non payée dont on m'a parlé, etc. Donc elle recommence à recomposer les éléments qui sont les éléments du parcours, comme on va retrouver dans la saison 3, Cooper faire la même chose dans la dernière partie. Il y a des éléments qui sont à différents endroits, il a un circuit dans l'univers de Judy, et quand bien même on a l'impression qu'il est en train d'être dévasté, il l'est partiellement, comme Nikki est partiellement dévastée quand elle est dans l'univers de Sue Blue, elle commence à perdre des repères, elle commence à être dans le sycamore de Sue Blue, etc. Et par moment, il y a des sortes de trucs où, ah oui, ça je dois y aller, ça je dois y aller, ça je dois faire. Et qu'est-ce que c'est que ce parcours? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'humains par rapport à l'impression? Là, c'est un retour qui est fait sur la vie. Dans notre vie, c'est pareil. C'est-à-dire que là, 99,99% de notre vie est mis en scène. On a l'impression d'être libre. Mais en fait, fondamentalement, on est mis en scène. Tout ce qu'on voit, c'est une sorte de mise en scène.
C'est une mise en scène, on est déterminé, on est conditionné par plein de choses. On suit un parcours qui est quasiment un parcours fléché. Il y a des trucs, et à un moment, par moment, on a un sentiment dit, ah ça je savais que ça viendrait. Les impressions déjà vues, par exemple, tous ces trucs-là, ça je sais, on a rendez-vous ici, on a rendez-vous ici. Ça c'est, et là on voit le circuit. Et si on arrive à tenir bon, si on arrive à tenir ce truc-là, on sait que par moment ça s'effondre, par moment on est complètement, on sait plus ce qui nous arrive, mais par moment on a conscience du circuit, on se dit ah il y a peut-être des éléments qui sont modifiables. Et c'est pour ça que surtout David Lynch par rapport avec ses films précédents, la saison 3 de Twin Peaks, on se rend compte que finalement la culture, la fiction, c'est une vraie arme dont on doit se saisir dans notre réalité bien concrète pour justement se sortir de tous ces travers-là. Pour moi, Lynch, il filme la réalité. C'est la réalité. Bien sûr que ça apparaît comme vision et ça ressort comme énigme, mais fondamentalement, ça ne parle pas d'autre chose que de la réalité. Et il suffit finalement de regarder des détails qui sont pas seulement des détails, et de dire pourquoi est-ce qu'il y a un clochard dans Mulholland Drive. Bien, fondamentalement, la question qui est posée aussi, c'est un truc, quand on sait quand le film a lieu, quand le film se fait au début des années 2000, au début des années 2000, finalement, la question qui va se poser, il le sent venir. Il n'y a pas encore la crise des subprimes, la crise des subprimes c'est après, clair, mais il le sent venir. Il y a une école là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que grosso modo, ce qui se dit, c'est ça va pas pouvoir tenir comme ça. Donc en gros, le sujet de Mulholland Drive en sous-main, qui est le sujet en fait de Mulholland Drive, Inland Empire et de Twin Peaks saison 3, c'est la prolétarisation des classes moyennes. Paupérisation des classes moyennes. C'est la paupérisation des classes moyennes. Non mais c'est, tu vois, ça c'est effectivement, moi c'est comment dire, des choses que j'ai décelées par plein de choses, notamment surtout dans Twin Peaks saison 3. Donc, tu sais, le regard rétroactif, la prise. Oui. Et bon, c'est surtout par rapport, parce que je suis beaucoup Mark Frost qui dit, etc. Et donc, du coup, forcément, je trouvais que c'était assez clair, assez évident. Et après, en lisant le livre, j'ai dit, mais oui, c'est vrai que tu as raison. Dans Inland Empire, et même dans Mulholland Drive, ce qu'on pensait être un simple gimmick, finalement, et ben, il y a quelque chose derrière. Oui, parce que c'est pas seulement le Sycamore qui est mis en scène dedans. Pour Betty, dans la relation, quand elle devient Diane, dans la relation qui est la relation destructrice qu'elle a vis-à-vis du personnage de Rita, qui devient Camilla, vis-à-vis de Camilla, elle devient plus pauvre. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle dégringole de l'échelle sociale. Tout à fait. C'est pas seulement par l'appartement, l'apparence. Par l'appartement, l'apparence, la qualité de sa peau, les lieux qu'elle peut fréquenter. Et même les mimiques qu'elle pourrait avoir, oui, dû de son statut social. Tout à fait. Elle change de geste. Elle devient presque un cassos. Complètement. Elle devient presque un cassos. Et ce truc-là, en plus, est vraiment joué quand il y a la fête, fête où elle est invitée, et où dans cette fête-là, elle n'a pas la place de la très belle femme et conduite, qui est une sorte de rôle glorieux aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui la diminue? Est-ce que c'est seulement l'histoire d'amour, ou est-ce que c'est aussi la violence des rapports de classe? C'est exactement ça. Parce qu'ils sont dégueulasses quand même à ce moment-là. Avec elle, et puis aussi, en général, quand il dit, quand il parle d'avoir pu récupérer la piscine ou je sais plus quoi, enfin les trucs des divorces à Hollywood avec c'est très vulgaire. C'est très vulgaire, c'est clinquant, tape à l'œil, violent. C'est un univers qui est présenté comme détestable. Et ça, c'est vraiment, Lynch a attendu très longtemps avant de nous montrer ce qu'il pensait de Hollywood, puisque pendant très longtemps, finalement, il est resté plus qu'un membre actif de Hollywood, un type qui rêvait le passé glorieux de Hollywood à travers les figures de ses stars qui avaient dû enchanter sa jeunesse ou des films qui avaient du nucléaire. À un moment, finalement, il arrive à parler de Hollywood. Et de quoi il parle? Il parle du fait que Hollywood rend les gens qui le font malheureux, rend les gens qui le regardent malheureux. Donc, Hollywood is hell, c'est la phrase qui apparaît dans Mulholland Drive. À un moment, on a ça qui est écrit sur un poteau, et ça, c'est un énoncé. Je veux dire, si on n'a pas compris, il nous le redit. C'est clair. Hollywood, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, c'est littéral. On peut chercher la source là, même déjà dans Blue Velvet quelque part. Sauf que Blue Velvet, c'était
très global. C'est cette idée de la vie qu'on nous vend, elle est belle et tout, le American Way of Life, et que derrière, si on gratte les coulisses, c'est dégueulasse, c'est sombre, c'est pas ce qu'on croit être. Donc la source, elle est déjà dans Blue Velvet, mais elle est globale, elle n'est pas aussi affinée que dans Drive, Inland Empire, etc. Donc tout à fait, c'est clair que... En fait, je dirais même, si tu me permets, que de Blue Velvet jusqu'à Twin Peaks, Fire With Me, et même jusqu'à Lost Highway, la source ténébreuse est minoritaire. Lost Highway, elle commence à dévorer, oui. mais Lost Highway, ça reste quand même les gangsters et le monde du porno. C'est ça. Blue Velvet, c'est l'univers des cassos, justement, comme tu dis. Ouais. Le personnage de Frank, c'est un pauvre gars. Tandis qu'après, on passe à une autre échelle. Ouais, on rentre dans Mulholland Drive et en fait, ah non, mais c'est Hollywood qui produit ça. Le personnage que joue le nain, Mr. Rock, il se présente comme une espèce de gangster supérieur, mais c'est une mafia qui n'est pas la mafia du porno. C'est la mafia de Hollywood en tant qu'usine à rêve. Donc c'est beaucoup plus grave. Et Inland Empire continue ce truc-là par rapport à Hollywood. Et finalement, saison 3 nous dit ça par rapport au monde, par rapport à la réalité. Judy, c'est la majorité. C'est ça. Bob était le détail, Judy, c'est le tout. C'est ça. C'est pour ça que je te disais que dans Blue Velvet, il brosse le truc et tout, mais c'est pas encore affiné, c'est pas affûté. Et ça devient au fur et à mesure du temps, tout à fait. Il trouve progressivement, il arrive à une définition de plus en plus floue a priori, mais en fait de plus précise dans le fond de ce qu'est le mal. Puisque quand on arrive à Judy, on peut dire Judy, en fait, cumule tous les énoncés qu'on aura pu voir dans les présents films comme étant véritablement la source du mal. En particulier, finalement, le coût de notre bonheur, c'est-à-dire le coût futur du bonheur actuel, sur les autres et sur nous-mêmes. Et ce qui est une définition en fait du malheur de l'Occident. L'Occident a fait son bonheur sur le malheur des autres, et au bout du compte, ça lui coûtera son malheur à lui aussi. C'est la question de la dette non payée. La dette non payée de l'Occident, qui est représentée dans la saison 3 de Twin Peaks par la bombe atomique. Par la bombe atomique et par la phrase, l'énoncé de la femme à la bûche à Hawk. Oui. Quelque chose manque, tu le retrouveras dans ton héritage. Et ça, c'est l'héritage amérindien, les Japonais par rapport aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on va dire, on a la facture que Lynch tend à l'Amérique. C'est ça. Et cette facture qu'il tend à l'Amérique, en même temps, c'est aussi la condition de son bonheur de jeunesse. Donc, c'est aussi ces illusions de jeunesse qu'il va remettre en cause dans tous ces films-là. C'est-à-dire sa vision de la femme dans Lost Highway. Parce que finalement, dans son déroulé, René Alice, c'est la femme lynchienne, entre guillemets. Et en gros, à ce moment-là, la modification, c'est que Fred Madison, entre Pete Davidson et Fred Madison, c'est-à-dire que il n'y a plus de différence entre Jeffrey et Frank. Jeffrey et Frank sont la même personne. Vis-à-vis de leur enjeu amoureux. Dans Blue Velvet, ils pouvaient se laisser penser que la perversion chez Jeffrey est, encore une fois, est minoritaire. Et ce qui est majoritaire, c'est le côté boy scout. C'est un boy scout avec quelques touches de perversion. Mais c'est un boy scout. Et le salaud, c'est Frank. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme Frank dans le monde? Comme dit un personnage de interne, il fait pourquoi il y a des gens comme Frank dans le monde? Mais le truc qu'il ne voit pas, c'est ce que Frank lui dit, qui est tu es comme moi. Il le dit déjà. Mais pour autant, dans le film, c'est pas mis en scène. C'est pas mis en scène. À la fin, Jeffrey reste Jeffrey. Oui, à la fin, il est plutôt happy end. Il a tué Frank. Il est Jeffrey. Lost Highway, on te dit Jeffrey, Pete et Frank, Fred Madison, c'est la même personne. C'est la même personne. Donc du coup, la personne qui veut sauver la jeune fille est le même qui tue la jeune fille. Et là, donc Lost Highway, c'est la mise en pièce de l'illusion masculine. C'est bien la preuve que du coup dans Fire With Me, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, absolument. Alors du coup, pour revenir à ça, au final de la saison 2, alors quelque part tu te dis, si j'ai bien compris, l'abnégation c'est ce qui permet un peu de guérir le sycamour. C'est un peu le sacrifice de soi, c'est de ne pas regarder finalement
de faire un acte entre guillemets vraiment désintéressé sans vraiment se soucier du fruit de ce que tu vas produire. Ouais. Et tu dis aussi que Cooper il est piégé dans la Black Lodge à cause de son amour pour Annie. Oui. Mais pourtant, comme Cooper il donne son âme à Windom Earl, il dit prends mon âme plutôt, C'est et vrai. laisse-la tranquille, il se sacrifie vraiment pour elle et ça l'a pas sauvé pour autant. Tout à fait. Alors attends, laissons voir comment ça s'articule. C'est un des plus grands mystères de toute façon. Oui, c'est vrai que cette séquence-là, elle est déjà à l'époque, je l'ai trouvée spéciale. Ouais. Comme tu dis, c'est comme si quelque chose qui collait pas. Oui, il y a un truc pas naturel là-dedans. C'est-à-dire que dans l'idée que Cooper se sacrifie, non mais si, c'est pas. Si, parce que Annie est sauvée. Bah, Annie est sauvée. C'est vrai. Annie est sauvée. Mais pas lui. Mais pas lui. Bah non. Parce qu'il est vrai, il s'est vraiment sacrifié. Il s'est sacrifié. Si, ça marche. Ça marche. Mais il peut pas, il n'a pas donné son âme. Non. Il a donné 25 ans. 25 ans de sa vie. C'est déjà pas mal. C'est déjà Non, pas mais mal. surtout, en fait, ce qui se passe quand il fait ce geste-là, mais ça, c'est quelque chose, je sais même pas si Lynch et Frost s'en rendent compte, c'est il fait disparaître à la fois Windom Earl et Annie Blackburn de la fiction. C'est ça. C'est-à-dire que Ils sortent du truc. ils sortent de ce truc-là et ils sortent même, à mon avis, de sa mémoire. C'est-à-dire que ce qu'il sacrifie aussi à ce moment-là, C'est possible. parce que quand Cooper revient dans la saison 3, par un seul instant, il pense à Annie. Alors que pourtant, il allait dans la Black Lodge pour elle. Oui, mais non, il n'est plus allé dans la Black Lodge pour elle. Oui. Ils ont transformé le passé. Il Il y a révisionnisme dans saison 3. C'est normal qu'Annie sorte de la fiction. Annie sort de la fiction, absolument. Enfin, oui et non, parce que bon, déjà on la revoit dans le film, mais Ouais, mais c'est une coupée. Enfin, dans le film, il y a la petite scène, bien sûr, il y a la scène où elle apparaît dans le rêve de Laura. voilà. Elle rêve dans la rêve de Laura. D'accord. Et aussi, parce que Et c'est ce rêve qui apparaît dans la saison 3. et aussi c'est elle qui dit de marquer ça dans son journal, donc les Tout à pages fait. se sont déchirées. Oui, c'est le lac d'Annie, c'est vrai. C'est ça, donc elle est disparue, mais il y en a quand même, si jamais on imaginons qu'il y a une saison 4, il reste toujours une page déchirée non trouvée. Absolument. Et que peut-être. Alors, il y a plusieurs choses, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que Windom Earl et Annie Blackburn, en tout cas leur nom, disparaissent complètement de la saison 3. Annie est juste citée une fois. Ouais, mais enfin. C'est Hawk qui explique. Oui, il dit, il s'est passé un truc avec elle et en gros il y a pas C'est de une fille qui est partie avec Cooper dans la Black Lodge, Qui était avec- qui est disparue à ce moment-là. Voilà, Et qu'on exactement. l'a retrouvée et puis c'est tout, on ne sait pas plus, on sait pas qu'elle est devenue catatonique et qu'elle s'arrête une fois par an. Ça, c'est dans le livre de Frost, mais je suis pas sûr que ce soit official version. Oui, non, mais t'as raison, c'est tout à fait ça. Ça se trouve, c'est pas la version officielle, on ne sait pas du tout. Enfin, c'est la version officielle, mais c'est pas la vraie version. C'est-à-dire que le livre de Oui. Frost, d'ailleurs, comme le précédent, tout le problème des livres de Frost est là, c'est qu'on a le précédent, The History of Twin Peaks, où les récits des vies des personnages sont modifiés. Oui, tout à fait. Oui. Et il n'y a aucune explication à ça. Bah, si ce n'est que, évidemment, il a anticipé la version officielle non officielle, ce qui pourrait expliquer ça. Surtout, pour moi, la seule vraie incohérence qu'il y a dans le film de Frost, c'est celle qui s'est faite à lui-même, parce que c'est pas en rapport avec la saison 3, c'est le fait que quand est-ce qu'il trouve ce putain de truc d'archive, de l'archiviste. Parce C'est que, pas possible. parce que dans le premier film, il donne une date, et dans le deuxième, une autre. Mais on comprend pas. Non, mais à aucun moment ça match. Ouais, ça Donc, marche pas du tout. Ouais. Donc ça matche pas. Donc en fait, je dirais presque, si on veut considérer les livres de Frost, il faut les considérer comme des réalités parallèles, quasiment comme des Encore plus. carrément. Ouais. C'est pour ça que Annie, pour moi, ce qu'il dit de Annie dans le livre de Frost ne doit pas compter dans mon analyse de Annie. Moi, je regarde ce qui se passe dans la saison 3. Dans la saison 3, Annie, c'est cité par Hawk, il sait à peine qui c'est. On ne parle pas d'elle vis-à-vis de Norma, on ne parle pas d'elle vis-à-vis de Cooper. Cooper ne demande pas comment elle va quand il se réveille, alors que C'est c'était la comment on va Annie, c'est comment le cliffhanger de la exactement, c'est la cliffhanger de la saison 2, ça disparaît complètement. Et je dirais du coup qu'il faut interpréter ça comme ça, c'est-à-dire qu'il faut interpréter ce qui s'est passé à la fin de la saison 2 à l'aune de ce qui se passe à la saison 3. Dans la saison 3, à la fin de la saison 3, en gros, il demande quelque chose en échange d'un sacrifice. Il sacrifie encore un peu de lui-même pour aller dans le monde de Judy. Et en échange, il demande que soit épargné avec un tulpa, moi je trouve ça moyen, mais bon, il demande que soit épargné Janie E
Sonny Jim. Et Danny et Sonny Jim, à ce moment-là, ils ont leur tulpa, ils sortent de l'histoire. Ils sortent de l'histoire. Tout à fait. Et donc, du coup, il faut considérer la fin de la saison 2 un peu de la même façon. C'est-à-dire, quand il dit que, grosso modo, il demande Annie en échange de son âme, Annie sort de l'histoire. Windham Earl aussi sort de l'histoire. Windham Earl sort de l'histoire. Il reste, ceci dit, parce qu'il y a toujours des résidus, parce qu'il reste toujours des traces. C'est comme les fantômes, comme les Shining, etc. Il y a toujours des traces. Il reste pas seulement des traces de Annie, il reste aussi des traces de Windham Earl dans la saison 3. Mais alors, ils sont très discrets. C'est la boîte technologique avec laquelle se déplace le doppelganger. Il se déplace. Oui, c'est vrai. Et il a même récupéré le petit bonsaï de Windham Earl qu'il a foutu à New York dans son loft. Donc, il a gardé des affaires de Windham Earl. Surtout que, en fait, dans la saison 2, le dernier épisode, Bob, il fait quelque chose à Windham Earl, comme s'il l'aspirait, en fait. Ouais. Donc, du coup, peut-être qu'il y a une part de Windham Earl dans Mr. C, effectivement. Aussi, tout à fait. Sauf que Windham Earl, c'était un espèce de méchant rigolard, un peu comme Bob d'ailleurs, et que le doppelganger, c'est pas le beau-frère à mort de rire, comme dirait François Angelier. Donc, il a une manière très très bizarre, en tout cas, d'exprimer, on va dire, son rapport au mal, qui a un mode non rigolard. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Avec joie. À la revoyure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Concernant les vidéos à venir que je vais réaliser, il y aura bien sûr une vidéo explicative sur Mulholland Drive, où avec Sylvain Banneau nous allons regarder le film et le commenter en direct, pendant qu'on se fait filmer. Je vais aussi laisser vagabonder mon imagination en imaginant ce que pourrait être une saison 4 de Twin Peaks. Et pour les 30 ans de la série, l'année prochaine, j'envisage un truc tout particulier. J'espère que ça va pouvoir se faire, ce n'est pas une vidéo, c'est quelque chose de vraiment spécial. Donc dès que j'ai du concret, je vous l'annoncerai bien évidemment. Sur ce, à bientôt.